Bonjour, bienvenue dans votre émission Wartan sur votre chaîne Synapse UTV. Cette émission en collaboration avec Ashoka Sahel. Ashoka, comme vous le savez, est une grande organisation mondiale qui est connue et reconnue pour accompagner et identifier les plus grands entrepreneurs sociaux partout dans le monde. Aujourd'hui, avec mes invités, nous allons aborder la grande question de l'éducation nationale, africaine, mais également internationale. Sur ce plateau avec moi, Madame Stéphanie Kane, qui est la fondatrice de la Senegalese Bilingual School, plus connue sur le nom de SAPS. Nous avons également M. Gene Adams, qui est le City of the University of New York. Avec moi également M. Chalanju Kapare, qui est le directeur de Ashoka Sahel, et M. Bill Carter, qui est cofondateur de Ashoka, mais également l'ancien directeur exécutif de Ashoka en Afrique. Avec mes invités, nous allons discuter de la thématique de l'éducation et la formation, qui sont des innovations sociales accélératrices d'un changement systémique. Quand on parle de questions d'éducation, on ne peut pas ne pas revenir sur les assises nationales de l'éducation qui ont été tenues au Sénégal. Et dans le rapport de ces assises nationales, il y a une phrase qui a marqué, en tout cas, moi, mon attention. Et cette citation nous dit que l'éducation est aujourd'hui traversée par une double crise. Donc, une crise de vocation et une crise de confiance. Aujourd'hui, on sent que dans le système éducatif de notre pays, ou justement en Afrique, qu'il y a un problème de vocation, parce qu'on parle souvent de la question de l'employabilité des jeunes, mais également de la question de l'inadéquation des études qui sont faites à l'école, à l'université, au marché du travail. Donc, ça m'amène à la première question qui va être adressée à vous, Madame Stéphanie, qui est quand même fondatrice d'une école. Aujourd'hui, après tant d'années derrière ces assises nationales, est-ce que vous sentez qu'il y a eu un changement? Cette question est assez lourde. Elle pouvait être peut-être un peu complexe parce que je ne suis pas au courant de peut-être toutes les initiatives qui ont été faites dans ce sens-là. Mais à mon humble avis, je ne pense pas que grand-chose ait été fait sur le plan national. Je pense qu'on attend un grand changement. Sinon, on pouvait dire peut-être une révolution dans le domaine de l'éducation, parce que quand même le système était conçu pour le monde, peut-être dans les années 40, dans les années 50, et qu'avec la technologie et avec aussi certaines crises qu'on a passées et on continue à passer, les formateurs des formateurs n'étaient pas du tout, sont pas équipés d'ailleurs d'apporter, je pense que les changements qu'il faut, qui sont vraiment outside of the box. Maintenant, quand il s'agit de SAPS, de Senegalese American Bilingual School, lequel je suis fondatrice, quand même, cette année, par exemple, je me suis dit qu'on ne va pas attendre le gouvernement pour introduire comme cours obligatoire l'agriculture et la technologie. Je ne peux pas imaginer vraiment en toute âme et conscience, comme on dit, d'avoir des élèves à l'école sans les apprendre les basics de la technologie, et aussi avec les crises dans l'alimentaire, ce qu'on appelle food security, et dans le domaine de devenir autosuffisant. Je ne peux pas aussi imaginer qu'on n'apprenne pas les enfants de basics sur l'agriculture. Et de là, aussi de cultiver cet esprit d'entrepreneuriat, parce qu'on parle de l'employabilité, mais en fin de compte, qui emploie des enfants? Qui emploie des gens? On n'a pas de business, on n'a pas des industries. On a besoin vraiment de former des élèves à réfléchir à ce qui peut créer, parce que c'est à eux de créer des emplois.
Et on sait qu'il y a tellement de potentiel dans le domaine de la technologie et aussi dans le domaine de l'agriculture que pour ça, Afrique, on n'est pas en arrière. Dans ce sens-là, on a le potentiel et les compétences et les ressources naturelles de, égaliser, je ne sais pas si ça c'est le mot, et même dépasser le reste du monde dans le domaine de la technologie et même agriculture en particulier, hein, parce que on en a vu avec les opportunités que certains jeunes ont eues, qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Ceux qui gardent cet esprit créatif, parce que c'est très difficile dans le système qui ne favorise pas du tout de réfléchir outside of the box ou bien de devenir créatif, mais ceux qui ont pu garder cet esprit, ils ont inventé des choses et ils sont toujours en train d'explorer d'autres choses qui impressionnent le monde d'ailleurs et qui sont même utiles pour le monde. En fait. Merci beaucoup. Je pense qu'elle a abordé pas mal de secteurs. Elle a parlé de l'agriculture, elle a parlé également de technologie, elle a parlé aussi de l'Afrique qui n'est pas en retard. Ça m'amène à la deuxième question pour vous, Chalanjo. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de faire en tout cas une cartographie des différents métiers ou bien des différents secteurs qui marchent en Afrique et de voir comment on fait cette corrélation entre ces différents secteurs et métiers pour pouvoir donner une éducation déjà de qualité, mais également qui répond aux besoins des jeunes et des enfants sur le continent. Nous profitons aussi de l'occasion pour remercier tous nos invités qui sont là. Et en l'occurrence, Madame Stéphanie Kane, qui d'ailleurs, partant sur la question que vous lui avez posée, si est-ce qu'il y a une évolution, et elle a fait effectivement une lecture très parfaite. C'est qu'aujourd'hui, et ce qui m'a plus interpellé dans les propos, c'est aujourd'hui, elle n'est pas attentiste. Certes, le système éducatif tel qu'il est construit, justement, montre ses limites. Elle a bien entendu compris les limites et en lieu et place de se dire nous allons attendre que ce soit peut-être l'État ou les décideurs politiques, c'est-à-dire ceux qui mettent en place justement les appareils puissent venir et dire voici la voie qu'il faut suivre, elle s'est dit mais tiens, moi je vais introduire l'agriculture et les technologies dans le cursus scolaire. Donc aujourd'hui, elle est en train de réinventer carrément la manière dont le dispositif qui est là au niveau carrément de l'enseignement. Et c'est justement de ces acteurs que nous avons besoin. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, avec tous ces défis auxquels nous sommes confrontés, est-ce qu'il n'y a pas besoin de faire une cartographie? Nous disons qu'en fait, il y a des acteurs qui ont déjà compris, parce qu'une cartographie, à notre sens, c'est d'étudier justement les domaines, d'étudier les secteurs qui existent, de pouvoir comprendre quelles sont les dynamiques qui sont justement enclenchées. Et alors, c'est heureux que ce soit moi qui ai répondu, sinon peut-être j'aurais dit que voilà, il y a des acteurs, mais elle, c'est justement la preuve concrète qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui comprennent qu'il y a lieu à un moment de marquer des pauses, de comprendre l'environnement et de voir quelles sont effectivement les solutions ou les innovations ou les nouvelles approches qui peuvent être justement menées. C'est pour répondre, pour dire que oui, définitivement, c'est le bon moment, il y a lieu effectivement de réfléchir. Mais nous n'allons pas construire cette démarche sur du néant. C'est là où nous, à Ashoka, en tant que premier réseau justement d'innovateurs sociaux, d'entrepreneurs sociaux, de personnes qui réfléchissent, nous avons au-delà de ces innovateurs-là justement des acteurs dans le cadre de l'éducation. Nous avons très tôt compris qu'il y avait lieu de venir avec ces modèles. Et d'ailleurs, SABS, le Senegalese American Bilingual School, fait partie de notre réseau justement des écoles sources de changement. Nous précisons bien sources de changement parce que le changement, il doit commencer à la base. Et nous sommes conscients et fondamentalement pour nous, c'est ça. Ce changement, il doit être instillé déjà au niveau de la petite enfance. Et donc, c'est avec plaisir, encore une fois de plus, que nous avons écouté Stéphanie et nous sommes convaincus que c'est justement ce genre d'approche
qui a lieu de prouver, c'est-à-dire des acteurs qui, parce qu'elle est fondatrice de l'école, elle a mis en place cette formidable initiative qui forme déjà les enfants à être ce qu'on dit en anglais, le mot, si vous me permettrez l'anglicisme, le change maker. C'est-à-dire cette personne, cet individu qui, au sein de sa communauté, ne croise pas les bras, mais instinctivement se dit « Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème qui est là ?» C'est pour répondre à votre question sur la nécessité de faire une cartographie, de pouvoir comprendre justement les dynamiques qui sont enclenchées. Très bien, vous avez parlé quand même de Changemaker, mais également d'Ashoka. Ça m'amène à Bill, qui est quand même un cofondateur de cette belle organisation qui est Ashoka, pour aujourd'hui comprendre quelle est l'intervention de Ashoka dans cette question de l'éducation. Comment est-ce que Ashoka intervient dans ce sens-là? Ashoka intervient en plusieurs directions. Et ici en Afrique, avec plus que 60 fellows maintenant, il y a par exemple les solutions, pas en Sénégal, mais d'ailleurs, qui s'adressent exactement à cette question de comment est-ce qu'on va créer une formation pour les jeunes qui peuvent être agriculteurs, qui vont réussir dans le futur. Et nous avons des fellows qui ont vraiment changé la structure. Et ils ont changé la structure d'éducation, mais ils ont cherché des réseaux pour ceux qui vont faire la formation. Parce que, par exemple, en Uganda, on a changé tout à fait le système de formation pour ceux qui vont devenir des spécialistes en agriculture, et les profs au niveau plus haut, c'était des femmes qui étaient des agriculteurs, des fermiers qui ont réussi tellement dans leurs environs à eux, et c'était eux qui ont pris les leçons aux gens qui ont passé par l'université et maintenant essaient de va au prochain étape pour masters, pour vraiment travailler dans les régions. C'est qu'ils doivent apprendre les leçons des gens qui sont vraiment les champions de biodiversité au même temps qu'ils ont réussi en faisant de l'agriculture. Et les gens qui sautent de cette formation, ils deviennent ceux qui informent, ceux qui dirigent en Uganda, par exemple, ils font de la formation, ils donnent des conseils pour tout ce qui se passe dans chaque région, dans l'État. Et ce sont des idées comme ça, ce sont des idées portables. Mais la chose qui est importante, c'est que l'entrepreneur social, il apporte il trouve des réseaux, des gens qui peuvent s'adresser à leurs problèmes, mais qui n'étaient pas là avant. Et ils comprennent comment mettre ça, ancrer ça dans le système d'éducation, et pour que ça peut bien réussir. Et il y a tant de gens comme ça dans notre fellowship, au niveau d'agriculture, ou questions de femmes, discrimination, inclusion. Et ils ont créé des exemples, quelquefois ils créent des écoles comme exemple, comme pilote, qui peuvent, puis, en travaillant avec le ministre de l'Éducation, et ça peut être un exemple qu'ils peuvent tirer des leçons de ça, et puis mettre en place des politiques qui pouvaient changer toutes les autres écoles. Mais c'est comme ça que le réseau d'Ashoka travaille, et c'est aussi, dans l'exemple de Mme Stéphanie, ce que et c'était en 2014, et j'étais un peu c'était entraîné en ça, c'était on cherchait ces chefs de ces écoles qui avaient vraiment une vision comme Mme Stéphanie, qui était au-delà, et qui savaient que c'était ce qui était très nécessaire, c'était que ces étudiants, ils sortent avec des skills pour devenir changemakers. Parce que c'est ça, finalement, qui est la chose la plus importante. Et qu'ils ont, ça peut seulement, de manière théorique, c'est pas la philosophie ici. Ce sont des choses qu'ils ont déjà arrivé à réussir elles-mêmes, pendant le temps qu'ils ont fait la formation dans ces écoles. Et ça m'amène à vous, Jean.
Donc vous nous venez de la University of New York. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez ces mêmes genres de problèmes de crise d'éducation qu'on a, des problématiques de vocation, c'est-à-dire la non-adéquation des offres parfois avec ce qui existe sur le marché, des problématiques d'employabilité liées en tout cas à une non-adaptation des secteurs de l'éducation à ce qui se fait comme offre de travail sur le marché. At home, my role is educational change, transformation. So what we've tried to do is use our platform and see how we can learn and apply it and collaborate with organizations outside of New York City. We became familiar with SABS through their whole focus on educational change. The whole idea of they realize that the purpose of education is not simply to employ people, it's fundamentally towards systemic change in the culture and the operations of policies. So by producing young people who have a vision that is beyond the local sense of identity and see themselves as being a part of a global community, SABS and other schools are a part of creating worldwide change, one individual, one young person at a time, that is later becomes a part of a family and becomes a part of a community. So my institution has partnered around the idea of creating change in Africa, but also we recognize that change needs to take place in our own backyard. So many of the ideas, many of the principles that we've learned through Ashoka, we've tried to apply at home and try to use to inform our communities of how important it is to produce young people who have leadership, who have a sense of understanding of how things around them work and how they impact on not only them as individuals, but how they impact on the larger society. So for me, the process of engaging a change maker or a Ashoka school has had tremendous benefits because I can see the work that we've done together in Senegal in terms of we brought in technologies, we brought in robotics, we brought in droning, we've worked on social issues such as issues around Goree Island and the transatlantic slave trade. But at the same time, we've been able to bring a lot of the values back home with us. I always tell young people, it's not where you go that matters, it's the understanding that you bring back. Because folks travel all the time and come home with little understanding. But if you come back with a greater sense of understanding that you can apply as a principle, that's what it's all about. And for me, to have read up on Ashoka schools over the years and to have contrast what they're doing, and I've tried to keep up in terms of utilizing some of the things I've read about the principles and ideas, the things I've learned through the SABS experience and Madam Khan and the educators at the school, and most importantly, the things I've learned from the students at SABS. So that's how I interweave myself into this great process. Et je reviens à vous, Madame Khan. Et aujourd'hui, on parle justement des entrepreneurs sociaux qui sont quand même des personnes qui identifient des challenges et qui essaient d'apporter justement des solutions à ces challenges. Et j'aimerais en fait vous poser la question à savoir quel doit être aujourd'hui le rôle des entrepreneurs sociaux dans cette crise de l'éducation nationale. Comment est-ce qu'ils doivent se positionner et qu'est-ce qui est leur apport justement dans cette crise? Ce sont des modèles d'ailleurs pour nos élèves et il faut qu'ils partagent leur histoire et leur parcours avec autant d'élèves que possible.
et qu'il s'engage d'une manière continuelle avec les élèves parce que c'est ce qu'on a besoin pour moi ici au Sénégal et ici en Afrique. Que tout individu a cet esprit de service dans leur communauté, cet esprit de responsabilité sociale et cet esprit de regarder les besoins de la communauté et voir comment eux, ils pouvaient contribuer à résoudre certains de ces problèmes. Et je pense que d'ailleurs que ça doit être intégré dans le curriculum. Et aussi, il n'y a pas mieux que de faire face aux personnes qui ont traversé certains obstacles, certains défis pour réussir. Parce qu'éventuellement, il faut qu'ils s'entraident. Il y a tellement de choses à faire. Cette année, par exemple, à SAPS, notre thème pour notre walkathon qu'on fait chaque 2 ans parce que ça a été devenu tellement grand. On pouvait avoir jusqu'à 5000 personnes qui sortent de chez eux un jour et qui portent les banderoles pour sensibiliser le public sur un problème. Et cette année, l'école a décidé comme slogan, consommer ce qu'on produit et produire ce qu'on a besoin. Et qu'on a insisté sur ça et de ne pas simplement parler de consommer local dans le sens de la nourriture, mais produisez ce qu'on a besoin. C'est-à-dire que les élèves déjà à bas âge, il faut voir les vidéos, on a pris des enfants du préscolaire qui chantent ça, qui faisaient les théâtres sur de produire et de créer des choses dans les plusieurs domaines. En fait, c'est cet esprit d'entrepreneuriat social. Pour moi, c'est l'un des objectifs du système scolaire, d'ailleurs. Parce que, en fait, l'éducation doit être la moyenne de préparer les citoyens de contribuer à leur communauté. En fait, cet esprit individualiste que je crée une compagnie, j'ai beaucoup d'argent et j'ai dit à mes élèves par exemple, le fait que tu construis une maison pour ta famille quand tu ailles à l'extérieur, ça c'est pas un indicateur de réussite. Vous pouvez rester à l'extérieur pour autant que tu as besoin, mais n'oublie pas d'où tu viens et que tu as un pied. Et l'idée c'est de revenir au pays et de créer quelque chose. De créer quelque chose ou bien de se greffer à quelque chose, un projet, une initiative qui va créer d'autres opportunités et inspirer d'autres élèves. Et il y a dans tous les domaines. Je pense que c'est déployable, c'est triste qu'on a des ressources naturelles, mais qui sortent du pays et qui reviennent à nous. On paye 3 fois, 4 fois, parce que c'est emballé d'une manière différente, ou bien, enfin, d'une manière intéressante, ou bien c'était le processus pour que ça devienne le finished product était obligé de se faire à l'extérieur. On importe trop et on a besoin de changer cette dynamisme, mais c'est pas en trouvant des emplois, mais c'est en vraiment s'imaginer et de créer. Il y a d'opportunités énormes pour nos jeunes. Ok, donc on a besoin de changer de paradigme, on a besoin d'un changement systémique, justement, challenge des solutions systémiques aux problèmes systémiques de l'éducation nationale. Comment est-ce que cela se matérialise? Alors, cela se matérialise dans un premier temps, j'allais dire juste comme ça, par un changement de mentalité, réellement. C'est aujourd'hui le défi majeur, justement, du système éducatif, c'est qu'il est figé. Il n'est pas dynamique. Alors, figé dans la mesure où, et peut-être Stéphanie avait emboîté les pas, quand on questionne un peu le curricula que nous avons, il date vraiment des années coloniales. Et rien n'a évolué. Nous essayons des fois de projeter une image où on dit, alors, en termes de technologie,
Ça a commencé par les dactylos. Après les dactylos, il y avait les ordinateurs. Vraiment, c'était assez gigantesque. Ça pouvait même remplir cette salle pour juste traiter une information. Petit à petit, on est parti vers vraiment des ordinateurs de bureau un peu plus petits. Aujourd'hui, ton téléphone, ton smartphone, il te permet de faire et l'ordinateur et téléphoner. Alors, quand on prend ça, on voit que les choses évoluent. Mais ce qu'on enseigne, quand on voit les modèles même de nos écoles, l'école, c'est les mêmes bancs, c'est l'enseignant qui est là, c'est l'élève qui est là. Que ce soit dans les années 40 jusqu'en 2022 où nous sommes, le modèle n'a pas changé. Mais on est en train de demander justement, c'est-à-dire la manière dont l'apprentissage il est donné, il est toujours le même. Et à contrario, en termes de les commodités ou de ce que nous avons, il y a une grande évolution. Donc, pour dire qu'il n'y a pas en fait un mariage ou un alignement entre le système éducatif tel qu'il est là versus notre société, ce que notre société nous demande. Mais la bonne chose pour nous, c'est que oui, au sein de Ashoka, certains ont compris cela, que ce soit l'exemple que notre ami Tine justement a donné. Il a donné un exemple quand même très pertinent. Il a dit que le système éducatif, c'est vrai, doit former pour l'employabilité, donc pour des personnes qui vont vraiment aller produire, mais aussi des personnes qui doivent contribuer significativement au sein de leur communauté. Et Bill, quand il revenait aussi, il a donné justement ces exemples. Et nous, au sein de Ashoka, effectivement, nous avons ces innovateurs-là qui réfléchissent. Je vous donne un exemple. Nous avons cette fellow, ici au niveau du Sénégal, Awa Fall Diop, qui, à travers justement son initiative, elle a eu à questionner la manière dont l'éducation était faite au Sénégal. Et en son temps, c'était pour juste imager, on dit, Abalo va à l'école et Bintou est à la cuisine en train d'aider sa maman. Ça, déjà, il y a une certaine discrimination déjà dans les manuels scolaires. C'est-à-dire que ce qu'on est en train d'instituer, c'est que le jeune garçon, lui, sa place, c'est l'école. La jeune fille, elle aide pour les tâches ménagères. Donc déjà, quelle est l'image que nous essayons? Ça veut dire que même dans les livrets, les curricula, l'image qu'on est en train de véhiculer était biaisée. Et elle en a fait un combat. Elle a interpellé justement le ministre de l'Éducation en son temps, qui était vraiment très occupé, lui a dit, écoutez, on se prend un rendez-vous. Mais quand elle a expliqué l'approche justement au ministre, à travers sa démarche, bien que des partenaires avaient déjà mis de l'argent et avaient imprimé ces manuels scolaires, on a dû rappeler tous ces manuels scolaires pour dire que non, effectivement, il y a un problème. Il n'est pas intéressant pour que pour nos enfants, ces futures générations, qu'il y ait ce genre de messages. Et justement, c'est un travail qu'elle a commencé. Et ce sont ces genres d'acteurs parce qu'on identifie qu'il y a un défi et qu'on change. Nous avons sur la question de l'employabilité parce que nous sommes à Synapse U, par exemple, donc, dont le fondateur Siré Khan, qui très tôt a compris qu'effectivement, quand on parle de l'entrepreneuriat, nos États n'ont pas cette capacité illimitée de créer des emplois. Donc, il y avait besoin, il y avait lieu aussi de venir avec d'autres modèles pour outiller les jeunes, pour les capaciter, leur donner les ressources nécessaires, le cadre nécessaire pour qu'ils puissent justement implémenter leur initiative et contribuer de façon à leur niveau, justement, à l'économie de leur pays. Et j'en passe. Pour nous, aujourd'hui, le changement systémique, c'est d'abord, ça commence par l'individu lui-même. Mais pour que l'individu puisse justement comprendre ça, il y a quel est le cadre qui est utilisé, quel est le cadre qui est mis à sa disposition. Et donc, nos Ashoka Fellows créent justement à travers, que ce soit leur école, leur centre ou juste leur initiative, ils essayent justement de créer ce cadre-là qui amène l'individu à prendre conscience qu'il y a lieu de pouvoir non seulement développer certaines aptitudes comme l'empathie, surtout l'empathie, le travail d'équipe,
un nouveau type de leadership qui voudrait que vraiment ce soit ce leadership où chacun se sent en confiance pour pouvoir diriger. Et le plus important, nous ne cesserons de le répéter, le change making, qui est cette aptitude qu'il faut justement en ces années passées, comme je vous l'ai dit. J'ai imagé un peu le processus de nos classes versus ce que nous avons comme matériel autour. Donc, ça veut dire qu'il y a des défis auxquels nous sommes confrontés et ces défis sont de plus en plus croissants. Donc, il est important et urgent d'avoir justement des personnes qui ont ces aptitudes-là. Si nous voulons vraiment maintenir la cadence, donc pour nous, en termes de changement systémique, c'est d'avoir cette masse critique d'individus qui réfléchissent autrement et qui apportent des solutions à des problèmes de société. Trop bien, merci Chalanjo. Et Bill, vous, en tant qu'ancien directeur Afrique de Ashoka, quelles ont été les initiatives que vous avez pu identifier et accompagner dans ce processus de changement ou bien dans ce processus de règlement de la crise de l'éducation? Tous les efforts des fellows et ceux qui ont mené les Changemaker Schools, comme Mme Stéphanie, tous ils savent une chose. Ouais? Il y a tant que je pourrais vous donner des exemples, mais il y a beaucoup. Mais ils savent une chose, c'est que si on est un prof, si on est le principe de celui qui dirige l'école, il n'y a qu'un indicateur de performance qui est valable. Et c'est en sortant de cette classe ou de cette école, combien de ces étudiants-là savent qu'ils sont changemakers, ont obtenu, ils ont le courage, la confiance et la pratique pour vraiment en sortant, mettre à leur disposition ces aptitudes pour vraiment changer le monde. Et quand on regarde, nous sommes maintenant à Ashoka, nous sommes en train de créer des outils pour mesurer la densité des changemakers dans telle ou telle institution. Et ça sort des résultats très, très intéressants. Mais Mme Stéphanie, elle comprend ça, dans son cœur. Les fellows qui, avec tout ce qu'ils font, le fellow à Uganda qui vraiment a révolutionné, il a vraiment changé qu'est-ce que nous devons faire, parce que le prof étaient les femmes qui avaient été tellement créatives et qui pouvaient aussi faire apprendre les gens un peu partout comment faire ça, comment est-ce que vous pouvez changer l'environnement et comment est-ce que vous pouvez travailler avec la nature, mais en laissant la nature même plus forte que c'était avant. Ouais, et comment la formation ça arrive finalement à cette question. Est-ce que ces gens, maintenant, avec ce qu'ils ont appris, est-ce qu'ils savent qu'ils sont changemakers? Sinon, cette institution, même cette école, même cette université, ils ont échoué. Et si ceux qui mènent ces institutions n'ont pas cette question en tête, s'ils ne focalisent pas sur ça, ils sont en train d'échouer maintenant. S'ils ne peuvent pas répondre à cette question, c'est la transformation maintenant, comme Chalanjo a dit et que Mme Stéphanie a décrit, c'est que tout le monde, ouais, comprend que ça, c'est la question la plus fondamentale. Très bien. Donc, tout à l'heure, M. Dean a parlé de plateforme, justement, Mme Stéphanie. Donc, en fait, ça me fait me poser la question à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il existe des plateformes ou des mécanismes ou justement des outils qui permettent, en tout cas, au gouvernement qui gère la question de l'éducation et aux acteurs comme vous, de pouvoir vous rencontrer et de dialoguer de ces genres de questions? Est-ce qu'il existe aujourd'hui des rencontres de ce genre?
Peut-être des petites initiatives, hein, mais pas dans une grande échelle. Je suis en contact avec quelques membres, par exemple, du ministère de la Recherche et Innovation, je pense, qui me permettent d'ailleurs de tisser un partenariat avec Bronx Community College, avec ESP. Oui. Aussi, il y a, je pense qu'il y a un organisme au niveau de petite enfance. Moi, personnellement, je dialogue de temps en temps avec les gens du ministre, mais non, je ne vois pas sur une plus grande échelle. Okay. Qu'est-ce que vous proposez en tout cas pour poser justement ces dialogues-là entre les différents acteurs qui interviennent dans cette question? Parce que je pense qu'en fait, c'est des choses qui sont aujourd'hui importantes parce qu'il est nécessaire que les différentes parties prenantes ou les différents acteurs qui interviennent dans le secteur puissent aujourd'hui se poser, se rencontrer, avoir des moments de discussion, de dialogue et de partage pour vraiment sortir avec justement des pistes de solutions qui peuvent répondre aux besoins de tout un chacun. Qu'est-ce que vous proposez en tant qu'acteur dans ce secteur-là pour justement poser ce dialogue? Oui. En fait, ce que je propose, c'est beaucoup d'humilité. Parce que ça va ralentir le processus quand on amène des acteurs autour de table qui pensent qu'ils doivent défendre un système qu'ils ont réussi dedans. Ce que je suis en dialogue constant, hein, parce que dans mon école, c'est sénégalo-américaine. On a le programme sénégalais et le programme américain. Et on est en constant échange. Et je connais un peu la tendance des gens qui ils pensent qu'effectivement, comme ils ont réussi dans le système, qu'il y a des choses à défendre, que pour moi, c'est des choses à remettre en question. Et là, je veux dire que c'est vrai qu'il n'est jamais trop tôt de commencer le dialogue, mais il y a une préparation. Si vraiment on veut voir un changement systémique, il y a une préparation des acteurs qui viennent autour de cette table, pour que quand ils viennent, ils ne sont pas là avec beaucoup d'autres bagages, ou bien des ombres. On dit des ombres. Il y a des gens qui... Oui, c'est-à-dire, oui, il faut que vraiment ces personnes soient honnêtes, soient ouvertes et qui n'est pas évidente, hein, et beaucoup de créativité et même d'un esprit critique. Parce que quand on est du système, c'est un peu difficile de sortir de cette carnaval. Moi, peut-être c'est beaucoup plus facile pour moi parce que je ne suis pas d'ici, mais je suis là depuis, hein, alors 85, alors j'en connais des choses, mais je peux avoir des perspectives différentes et il faut une diversité. Alors le Sénégal, pour moi, il est victime de l'une de ses très grands avantages. C'est une société qui est conviviale, qui est homogène. Ils sont ils sont numéro 1 dans le monde de conflits, de résolution des conflits. Mais il faut de la diversité, et pas la diversité politique, mais vraiment des gens qui viennent avec différentes expériences, d'autres manières de voir les choses autour de table. Et c'est là où on va trouver des choses intéressantes pour le pays. Mais si le même groupe sanguin viennent, qui ont réussi du même système, sans cette humilité, cette ouverture d'esprit, cette oser d'être créatif et de think outside the box, les choses vont progresser lentement. Et pour moi, ça va être encore des conférences, des rencontres qui vont se ranger dans les tiroirs. Parce que là aussi, un autre problème qu'on vit, c'est quand on réussit malheureusement dans le système ici, on a plein de connaissances qui est vraiment admirable.
Mais c'est comme si, surtout quand on sort avec des diplômes universitaires, là, on a comme recognition, on est intellectuel. Et intellectuel, ça veut dire que tu parles, tu sais bien exprimer, voilà, défendre, analyser et tout. Mais la main dans la pâte, tu dois plus le faire d'ailleurs. C'est aux autres de le faire. Mais si toi, tu n'arrives pas à bien communiquer tes idées, hein, pour ceux qui doivent le faire, ils doivent exécuter, mais ça va être à travers. On le vit tous les jours. En fait, c'est quand on sort avec ces diplômes, ça doit être des diplômes qui vont nous permettre d'être pratiques et de valoriser ce travail du terrain. Je vous avais dit, j'ai dit que moi, je ne suis pas bien dans les panneaux, je suis vraiment une femme de terrain, à mon âge. Mais c'est là où c'est nécessaire. Et c'est ça, en fait. Et je pense qu'on a besoin de plus de femmes comme vous qui sont dans le terrain. Justement, c'est la même question que je vous pose. Est-ce que vous avez ce genre de dialogue, ce genre de plateforme de discussion entre les différents acteurs qui interviennent dans votre système? Wow. One of the things that we've done well is engage American students and Senegalese students. And through the pandemic online, we have a program called Amadou Diallo Youth SciTech and Arts Day. Amadou Diallo was a Guinean young man who was killed in New York City by the police. We use him as a tool because he represented so many good qualities. He was smart, he was educated, he was committed to his family, and he was doing great things before he was killed by the police. So we want young people to learn about social justice and to learn about engagement and being a part of the process. So we use his name, and we have a program in which they study him. And they study him through art, they study him through science, they study him through technology, and they study him through social justice. So SAB students, Senegalese students, American students work together in dealing with that. We've also had the AfroCon, where we look at solving problems and looking at the world through comic books. So we have African comic book writers in Senegal and Kenya and Nigeria, with African American and Latino and other writers in the United States, and Senegalese and American students working together. So we believe that the partnerships may start at the top with the executive level and the educators, but for them to be effective, they have to go to the root of the young people who you want to change the world. And like beyond the partnership between the schools and the student, you know, in Senegal, maybe the problem we have and what she was saying is that the representatives or the government do not have often those dialogues where they come together as actors who are leading the education sector to talk about the problems and the crises, and to have the humility to say that we as representatives, as government, we cannot solve this problem alone. You as actors who are within the students every day, you might maybe propose things to help us do that. Do you guys have those kind of meetings with your governments and representatives? Right. Senegal is not unique in the reality that the government and the larger actors don't necessarily see what's happening at the ground level, what's happening in the schools, what's happening in communities. We have the same problem. So it's not unique to Senegal, but part of the process of educating young people, because I've seen SAB students come back who have been part of the Ashoka movement, they're coming back and they're asking the right questions. They're raising the right types of issues that the generation before them didn't. So by getting involved in this process, they learn the answers are not always as important as the questions.
And each generation will ask a better question and get better answers. Chalanjo, je reviens avec toi à la même question sur les dialogues. Est-ce qu'il y a un rôle, en tout cas, que Ashoka peut jouer dans ce sens-là pour vous deux? Bien entendu, ça c'est notre rôle fondamental. Hein. C'est en anglais on dit que nous jouons le rôle de convener, c'est-à-dire que nous organisons réellement les cadres pour que justement tous les acteurs intervenant dans tous les domaines puissent justement se retrouver et même dans des domaines spécifiques pour pouvoir en discuter. D'ailleurs, je reprends sur l'éducation. C'était ce qui nous a valu d'organiser au mois de novembre, n'est-ce pas, ce Forum national sur l'éducation et la formation, où il y a eu 80 quand même organisations présentes, donc des décideurs qui étaient là, qui ont participé à cette rencontre-là. Et pour nous, l'ambition, c'était effectivement de mettre en place ces mécanismes. Mais au-delà de l'éducation, nous avons également entrepris d'autres initiatives, que ce soit dans l'agriculture, sur la question de la nutrition. Donc, il y a cette innovation, cette plateforme également que nous avons mis, qui s'appelle ICON, donc Innovative Cooperative for Optimum Nutrition. Et c'était effectivement ces 16 entrepreneurs sociaux qui se sont réunis pour mettre en place cette plateforme-là. Pour faire quoi? Ils ont 2 mandats. Le premier mandat, qui est économique, qui est d'accompagner justement les entrepreneurs sociaux, parce que Stéphanie l'a dit, que beaucoup des produits africains ne sont pas consommés parce que la qualité est importante. Donc souvent, on ne fait pas attention dans comment est-ce qu'on traite justement ces produits qui sont produits localement. Secondo, l'emballage, le packaging. Il y a justement un défi dans le packaging. Donc, ces entrepreneurs sociaux se sont organisés pour apporter une réponse à ce défi. Mais l'autre mandat, qui est le mandat social, c'est qu'ils se sont dit, c'est important aujourd'hui qu'on puisse intéresser les jeunes à l'agriculture. Et effectivement, ils ont enclenché ce mouvement où ils essaient de former des jeunes pour aller vers l'agriculture. Parce qu'en fait, l'agriculture, ou bien, pour juste utiliser un petit terme, la paysannerie, c'est vu comme un sous-métier où vraiment, quand tu es dedans, c'est que tu n'as pas réussi ta vie. Mais les fellows, ils veulent changer le narratif pour dire que non, on peut être agriculteur et vivre décemment. Et d'ailleurs, quand on regarde nos pays africains, l'agriculture, quand même, c'est justement ce secteur qui booste nos économies. Et donc, nos fellows sont et apportent des réponses justement dans ce cadre. Que ce soit dans le domaine de la santé, avec un partenaire qui est Boehringer Ingelheim, ils ont également mis en place, on appelle BI. En résumé, effectivement, il y a les entrepreneurs qui sont dans le domaine de la santé, qui ont été organisés, structurés pour justement apporter les réponses, surtout en période de Covid. Donc, on a cherché ces innovations. Quelles sont les réponses que nos entrepreneurs sociaux apportaient pendant cette pandémie sanitaire? Je vous ai donné ces 3 domaines pour vous dire qu'à Ashoka, nous intervenons dans tous les domaines. Mais en termes de mécanismes, Stéphanie a mentionné quelques outils et suivant de très près justement leur travail, je sais qu'ils pourraient être également des leviers essentiels. Le Walkathon, par exemple, dont elle a fait mention, qui mobilise 5000 élèves. Voici une plateforme formidable et elle a dit, les thèmes ou bien les revendications ou les problématiques ou les défis que justement ces élèves pointent, c'est quand même des défis très forts. Et voici les genres de modèles que nous voulons. Donc c'est Walkathon, effectivement, où ce sont les élèves qui s'accordent sur une problématique et décident de descendre pour pouvoir sensibiliser un public. Voici des jeunes acteurs de changement qui sont en train de faire leur part. Parce qu'ils sont en train, comme on dit en anglais, raise awareness. Et ça, c'est très important. Et c'est des jeunes, c'est des enfants, c'est des élèves. Elle l'a mentionné. Le second exemple, et ça, elle ne l'a pas peut-être mentionné, mais c'est un levier très central, et Bill aussi était revenu là-dessus, c'est aujourd'hui, quand on parle de l'éducation, l'enseignant, il a une responsabilité clé. Et peut-être Stéphanie va me corriger, mais je me rappelle qu'en 2015 ou 2016, ils avaient organisé la formation des formateurs ici à Dakar, et c'était fait en partenariat avec IEP,
c'est une école populaire, on appelle IP, donc École populaire du Mali, qui est aussi une école source de changement, c'est-à-dire qui est passée par un programme qu'on appelle les Changemaker Schools, où il s'agit pour nous d'identifier ces écoles à travers des critères qui sont l'empathie, l'esprit d'équipe et le leadership. Donc, il y a vraiment tout un processus comme pour être un Ashoka Fellow. Mais jusque ça, c'est pour les écoles. Et on s'assure qu'au niveau de ces écoles-là, il y a, que ce soit de l'initiateur jusqu'au corps enseignant, il y a un certain leadership. Donc, ils ont organisé cette formation et c'est les enseignants de IEP basés au Mali qui se sont déplacés pour venir ici à Dakar et il y a eu échange de bonnes pratiques. Ça, c'est des modèles qui sont là, qui existent, qui sont faits et il y a lieu justement de répliquer. Pourquoi nous insistons là-dessus? Parce que la démarche des enseignants de SAPS, la démarche des enseignants de IEP, tous ceux qui appartiennent au réseau des Changemaker Schools de Ashoka, ils ont été élus parce que l'esprit de changemaking est déjà présent. Donc aujourd'hui, le débat ou la question pour nous en termes de mécanisme, c'est comment répliquer ces modèles pour que beaucoup d'enseignants adoptent ces nouvelles approches, ces approches novatrices qui sont développées par IEP et SAPS. Et nous pensons et nous croyons fondamentalement que l'enseignant qui comprend ce que c'est que le changemaking pourra bien transmettre cette valeur de changemaking à nos enfants et ne soyons pas surpris qu'on ait une masse critique de Young Changemakers parce que SAPS le fait déjà et nous le voyons sur le terrain. Très bien, super. Bill, quelque chose à ajouter sur justement ces dialogues-là et ces mécanismes? Avant, je n'étais pas optimiste pour un grand changement structurel en Sénégal pendant beaucoup d'années. Maintenant, j'ai eu tout à fait un changement d'avis. Je crois qu'il y a même maintenant une generation of social change makers has come of age. Ils sont prêts, ils portent des solutions maintenant où structurelles pour changer vraiment l'éducation au Sénégal. Parce qu'il y a une réalisation au fond que cette méthode de formation qui a été là, comme Mme Stéphanie a dit, ça marche pas dans ce monde. Le besoin, c'est pour les jeunes qui peuvent faire apprendre quelque chose, mais tout le temps, en faisant ça, ils sont eux-mêmes en train de changer parce que le monde est à la vitesse de changement. Ils changent, même quand ils travaillent, ils changent. Ça, c'est la chose. Et les éducateurs, je crois, à beaucoup de niveaux du gouvernement et dans le domaine de l'éducation, les éducateurs, ça, ils connaissent ça. Et maintenant, ils cherchent les moyens, comment faire ça. Et quels sont les indicateurs qui me font optimiste? Par exemple, il y a quelque chose comme École au Sénégal. École au Sénégal, c'est l'éducation système qui est vraiment mis devant ce système virtuel. C'est quelque chose qui maintenant est géré par un ONG. Et qu'est-ce que le ministre de l'Éducation a dit? Il a dit, vous qui gérez cette affaire, vous avez l'autorité d'aller dans toutes les écoles au Sénégal pour voir comment cette démarche peut aider dans l'amélioration de l'éducation au Sénégal. Mais est-ce que ça a changé le content? Pas encore. Mais au même temps que ça mais ça bouge. C'est incroyable d'avoir un ministre de l'Éducation qui fait confiance dans des gens avec lesquels ils agissent pour faire une transformation comme ça. Tout d'un coup, c'est pas caché derrière quelque chose. Ouais? C'est juste là en face. Et maintenant, au même temps que ça arrive, on a cette génération des entrepreneurs sociaux qui portent maintenant les idées structurelles, mais comment est-ce qu'on peut en place un système de un peu pousser ici et pousser là-bas pour vraiment introduire des changements structurels qui peuvent
être à la fois être accepté par les autorités dans le système d'éducation, ils peuvent au même temps grandir la diversité des opportunités pour les gens de maîtriser les skills techniques et les skills de change maker dans le futur. Mais pour ça, j'ai rencontré ces gens-là. Je connais quelques-uns de ces gens depuis longtemps, mais ça a vraiment un changement. On sent un peu, ça bouge maintenant. C'est difficile de faire bouger un système d'éducation. Et même maintenant, ça bouge même en France. C'est le même système sur lequel le système sénégalais est basé, ça bouge. Ouais, il y a tout un esprit de réforme, même dans les pays qui été sur lequel le système d'éducation sénégalais est basé. C'est seulement le Sénégal qui est en train de bouger. Ce sont tous les systèmes qui sont liés à ce système d'éducation au même temps. Et ça c'est la tendance de tenter vers un changemaker world où tout le monde doit maîtriser ses aptitudes. Très bien. Donc, merci beaucoup, Bill. Tout le monde est acteur de changement. Je pense que c'est sur belle note que nous allons conclure cette émission. Merci beaucoup à Stéphanie, merci à Jill, merci aussi à Chalanjou et à Bill pour ces belles réflexions. Je pense qu'il y a eu pas mal de solutions ou bien d'initiatives qui ont été mentionnées ici et qui sont des initiatives qui peuvent être appliquées dans notre communauté, mais également dans nos systèmes éducatifs et qui pourront enclencher justement ce changement que nous recherchons dans ce secteur de l'éducation qui est en crise depuis des années. Merci beaucoup de nous avoir regardés dans votre émission Wartan. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement.